Voilà, masque retiré puisque distance de sécurité respectée. Madame, monsieur, bonsoir. Vous venez de le voir dans le journal télévisé de François de Brigode. Les chiffres belges sont mauvais. Ils méritent évidemment d'être expliqués le plus pédagogiquement possible. Avec nous, pour accomplir cette tâche, Anne Simon, vous êtes médecin hygiéniste au centre hospitalier de Jolimont. Et face à vous, il y a Christian Léonard, directeur général de Sciences-Ano, Institut de la Santé. Anne Simon, on commence par vous. Aujourd'hui, on l'a vu, le nombre d'hospitalisations est reparti à la hausse. C'est un record. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment aujourd'hui qu'on a vécu la journée la plus difficile depuis 8 mois? Écoutez, sur le terrain, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, on a ouvert une nouvelle unité Covid et elle était à peine ouverte qu'il y avait 4 patients dedans. Donc oui, je pense qu'on vit une période compliquée. Vous vous y attendiez à ça, il y a quelques semaines encore? Mais on a toujours espéré que ça allait se calmer. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on a compris qu'on n'allait pas, si on ne prenait pas des mesures drastiques, que ça allait continuer à augmenter. Et donc, oui, on s'y attendait. C'est vrai que cette augmentation exponentielle, elle fait peur, mais elle est toujours exponentielle à l'heure actuelle. Est-ce que cette augmentation exponentielle, vous vous dites qu'elle peut prendre fin dans quelques jours? Ou est-ce que vous vous résignez à ce que ça continue jusqu'à au moins la fin de l'année? Ah non, elle ne va pas prendre fin dans quelques jours, ça c'est clair. Si on ne prend pas des mesures drastiques maintenant, non. Le problème des hôpitaux, c'est qu'on est toujours un peu en décalage par rapport à la population générale. Et donc, on doit d'abord voir un effet des mesures dans la population générale et puis on commencera à avoir un effet dans les hôpitaux. Donc, nous, dans les hôpitaux, c'est certainement pas encore fini. Justement, on va parler des mesures, puisque la Flandre en a annoncé de nouvelles ce soir. Vous nous donnerez votre avis là-dessus dans un instant. Christian Léonard, on a la démonstration aujourd'hui terrible de l'ampleur de cette deuxième vague. Hier, sur ce plateau, on la décrivait déjà comme plus importante que la première. C'est clairement ça. On est face à quelque chose qui est de plus grande ampleur que ce qu'on a vécu au printemps dernier. Oui. Maintenant, les chiffres que l'on voit maintenant sont le résultat de tests beaucoup plus nombreux qu'au printemps dernier. En ce qui concerne les contaminations. Voilà, donc on a 7 à 8 fois plus de tests et on sait qu'en phase ascendante, plus de tests, c'est aussi plus de positivité, donc plus de cas positifs. D'autre part, ce qui est affolant, c'est le nombre d'hospitalisations qui augmente rapidement, mais qui était aussi différent en termes d'âge. On a, au printemps dernier, l'âge moyen, c'était 71 ans. En été, on était à 60 ans. Et ce qui fait craindre quand même plus de décès dans le futur, c'est que l'âge moyen réaugmente actuellement. Ce qui est impressionnant pour les gens, c'est de se dire « oui, mais on a pris des mesures il y a déjà pratiquement 3 semaines et rien ne bouge, rien ne change ». Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de cela? C'est un peu trop tôt pour les voir dans les chiffres. D'un point de vue épidémiologique, c'est un peu trop tôt. Mais en même temps, l'évolution est telle qu'il y a extrême urgence. Et quelles que soient les mesures que l'on va annoncer très prochainement, il nous appartient à nous, à vous, à moi, toute la population, d'appliquer des gestes simples que l'on connaît. Porter le masque, limiter les contacts et se laver les mains et rester dans sa bulle privée. Et c'est cela qui va marcher. Continuer donc ce combat-là en respectant les gestes barrières. Un petit mot, Anne Simon, je l'ai dit, la Flandre a donc décidé de durcir les mesures sans couvre-feu. Il y en a en Wallonie, il y en a à Bruxelles, il n'y en a pas en Flandre. Vous regrettez ça, encore une fois, cette incohérence des mesures? Mais je ne la regrette pas. Et comme dit M. Léonard, c'est vrai que chacun est responsable de ses actes. Et si on pense que le couvre-feu est une bonne mesure, on peut s'autodiscipliner et se dire à 22h, je suis à la maison et je ne vais pas, je reçois pas mes amis à la maison comme j'ai envie de le faire. Donc oui, c'est une question de liberté individuelle de respecter les mesures. Mais c'est vrai que ça facilite l'adhésion si on est un petit peu obligé. On verra en tout cas ce qu'il en est vendredi, puisqu'un prochain comité de concertation est annoncé déjà aujourd'hui. À propos des chiffres, et je voudrais qu'on en parle avec vous, on est souvent interpellé, d'ailleurs on vous a posé la question via l'application Opinio. Trouveriez-vous utile que les centres de crise communiquent quotidiennement les chiffres de sortie des hôpitaux? Et à près de 70%, vous nous répondez oui. Les indicateurs des hôpitaux, est-ce que ça peut être une bonne sortie, une bonne indication, ne serait-ce que pour le moral à la fois de population, mais peut-être aussi pour celui du personnel des soins de santé? Je crois que c'est un message effectivement positif et que ça donne du courage aux soignants de voir que leurs efforts énormes portent ses fruits. Et donc oui, c'est un indicateur que chaque hôpital a à sa disposition. Ça fait du bien. Les gens nous disent beaucoup, Christian Léonard, mais ça nous permettrait de voir qu'effectivement il y a de l'espoir que les gens sortent. Attention, il y a sortie d'hôpital et sortie d'hôpital. Oui, donc on n'est pas a priori contre le fait de publier ces chiffres. Il faut tout de même savoir que le concept de guérison n'est pas simple. Quand on sort de l'hôpital, on estime que les médecins pensent que la personne peut sortir de l'hôpital. Elle est au moins en voie de guérison. Va-t-elle vivre après, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois,
avec des effets secondaires parfois sérieux et graves, on ne peut plus parler vraiment de guérison. Plus, il y a toutes les personnes qui sont testées positives, qui restent chez elles, donc en ambulatoire. Et donc, va-t-on déduire du fait qu'elles n'entrent pas à l'hôpital qu'elles ont été guéries? Peut-être. Donc l'indicateur n'est pas très robuste, donc on n'est pas très à l'aise en tant qu'épidémiologiste avec ce type d'indicateur. N'oublions pas qu'on peut comparer. On a comparé les décès, on comparerait les guérisons. Si les définitions ne sont pas les mêmes, on dira le système belge est moins performant qu'un autre système parce qu'il y a moins de guérisons, en fonction du type de définition de la guérison. C'est dangereux. On nous demande aussi quand on pourrait republier des chiffres quotidiens plutôt que des tendances hebdomadaires. Les gens avaient l'impression que c'était plus clair, mais est-ce que c'était pour autant plus efficace, les chiffres quotidiens? Non, on l'a fait au début parce qu'on n'avait que ça. Au début, on n'avait que des chiffres journaliers. Mais d'un point de vue épidémiologique, ce qui compte, ce sont les tendances. Comparer 7 jours à 7 jours précédents, ça permet de donner des tendances. Si ça augmente, alors on peut être certain que ça augmente. Si ça diminue, on est certain que ça diminue. Mais des chiffres journaliers qui augmentent ou qui diminuent, ce sont ce qu'on appelle des bruits. Ils ne donnent pas une information très intéressante. Question de Marc. On compare octobre à mars. C'est ce qu'on est en train de faire encore aujourd'hui. OK, mais avec quels chiffres relatifs? Car on a beaucoup plus de tests réalisés. Vous avez déjà expliqué l'importance de ces tests réalisés, de cette hausse. Il y a quand même une autre grande différence par rapport à ce qu'on a connu au printemps dernier. Mais oui, je l'ai dit aussi un peu rapidement, mais c'est l'âge moyen des personnes hospitalisées. Je le disais, au mois de mars, 71 ans, avec aussi un taux de décès important, puisque ce sont des personnes beaucoup plus fragiles, avec des comorbidités. Ici, en été, on était à 60 ans. Donc, ça veut dire les personnes étaient touchées beaucoup plus jeunes. Et maintenant, il semble, dans les derniers chiffres que j'ai pu voir, que ça augmente à nouveau. Donc, ça veut dire que dans quelques jours ou semaines, on risque d'avoir à nouveau une augmentation de la mortalité. Comparer des situations entre pays, ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Comparer des saisons au sein d'un même pays, ça n'a pas toujours nécessairement beaucoup de sens. Je pense que c'était ce que vous vouliez dire entre les lignes et qu'on a bien compris. On va parler maintenant de la situation dans les hôpitaux. On va y revenir avec une question de Georges. Étant donné que la pénurie de médecins est criante, ne serait-il pas opportun d'inviter tous les médecins n'exerçant plus mais ayant conservé leur numéro INAMI à reprendre du service? Voilà une belle idée de solidarité. Anne Simon, est-ce que ça serait précisément efficace sur le terrain? Mais clairement, c'est vrai que ce sont des compétences qui ne sont pas utilisées. C'est vraiment dommage. La seule chose auquel il faut veiller, c'est de ne pas, si ce sont des personnes âgées, c'est de ne pas les envoyer dans les unités Covid. Mais c'est vrai que toutes les compétences vont être nécessaires dans les jours et les semaines qui vont arriver. Et peut-être que cet appel sera lancé. Autre message, celui de Didier. Il est un peu long, je vous le lis. Il y a environ 11 500 000 habitants en Belgique. Il y a aujourd'hui grosso modo quelques 800 patients en soins intensifs et on nous dit qu'on approche la saturation. J'avoue ne pas comprendre le rapport entre ces deux chiffres, 800 par rapport à 11 500 000. Cela me semble assez surréaliste, mais bon, on est en Belgique. Bon, voilà. Attention, c'est évidemment pas tout à fait comparable. On parle de 800 personnes en soins intensifs sur, je pense, un nombre de lits qui est de 2000, mais qu'on ne peut pas nécessairement soigner faute de personnel. Oui, et puis on doit quand même garder de la place pour des patients qui ne sont pas Covid et qui ont des pathologies graves, qui nécessitent des soins intensifs, soit que ce soit après une intervention importante et nécessaire. Donc c'est vrai qu'on garde des lits de soins intensifs pour des patients Covid parce qu'on sait qu'un certain nombre vont en avoir besoin. Et pour le moment, on est en train d'en créer de nouveaux et on crée même des unités. On peut conserver une unité soins intensifs Covid et créer une unité soins intensifs non Covid pour justement prendre en charge des patients graves, des patients lourds. Il faut quand même rappeler aux gens que s'ils sont très malades, ils doivent venir à l'hôpital. On n'a plus envie de revivre les effets collatéraux de la pandémie qu'on a vécu lors de la première vague avec des gens qui sont parfois morts chez eux parce qu'ils n'ont pas osé venir à l'hôpital pour se faire soigner. Vous allez recevoir des renforts de l'armée. On en parle dans un instant avec la toute nouvelle ministre de la Défense. Elle sera avec nous en liaison par Internet. Mais avant ça, Christian Léonard, un petit mot parce que les gens s'inquiètent en disant oui, on reporte des soins, sans du tout minimiser. C'est important la gravité de la situation. On n'a pas encore réduit autant de soins qu'on en avait réduit lors de la première vague. Conscient des drames que cela peut créer quand on réduit ce nombre de soins? C'est vrai. Donc si on compare évidemment mars et la situation actuelle, on avait réduit beaucoup plus fortement les soins, je dirais, normaux en mars et avril que maintenant, avec les effets collatéraux que Mme Simon rappelait. On ne le souhaite pas, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on revient encore et taper sur ce clou, geste barrière, porter son masque, parce que l'idée, la finalité, c'est de ne pas entrer à l'hôpital. Il ne faut pas oublier ça. C'est ne pas y aller. Donc, j'invite tout le monde, chacune et chacun, à adopter ces gestes qui sauvent.
Message de Serge qui va lancer notre invitée suivante. Pourquoi ne pas créer, avec le concours de l'armée, des antennes soins de campagne où pourraient y être traités les cas Covid ne nécessitant pas les soins intensifs? Ne sommes-nous pas en guerre contre un ennemi invisible? Bonsoir Ludivine de Donder, vous êtes la toute nouvelle ministre de la Défense. Pour répondre à la question de Serge, tout d'abord très concrètement et brièvement si vous voulez bien, l'armée peut-elle créer des soins de campagne? Alors, bonsoir à tous. Notre rôle n'est pas de prendre la direction des opérations ni les décisions médicales, mais bien de venir en appui et en support de la structure avec du personnel que nous pouvons mettre à disposition, du personnel médical, paramédical, des ambulanciers, mais on peut aussi intervenir avec du personnel logistique. Et nous disposons d'ores et déjà de 1500 militaires disponibles immédiatement pour venir donc en renfort. Précision importante, Madame la Ministre, ce ne sont pas tous des médecins. Vous avez parlé de l'importance de ce chiffre de 1500 militaires qui sont prêts à intervenir. Pas tous médecins. Ils vont pouvoir remplir quel type de tâches pour soulager les hôpitaux? Alors, on a des médecins, on a des infirmières, mais on a aussi beaucoup d'ambulanciers. On peut également aider au prélèvement, donc au testing. On peut le faire comme on peut transporter les tests pour réduire le délai finalement entre le moment où l'on fait le test et le moment où on reçoit son résultat. Alors, la Défense peut également intervenir avec le transport médical. Vous savez que nous disposons d'ambulances, de camions, d'avions, d'hélicoptères qui peuvent aider aussi à l'évacuation ou au rapatriement. Aujourd'hui, nous étions dans 5 maisons de repos et de soins sur le territoire, que ce soit à Anderlecht, à Middelkerk, à Frameries, à Comines et à Aubange, dans des maisons de repos en appui avec du personnel médical, mais aussi du personnel en logistique qui peut aider pour donner les repas, qui peut aider à désinfecter également les locaux. C'est une aide qui est précieuse, très attendue, je pense. Cette intervention de l'armée, Madame Simon, vous en avez grandement besoin. Ah oui, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les compétences sont les bienvenues, et que ce soit des compétences médicales ou non médicales, puisque nous avons une pénurie de personnel dans toutes les catégories professionnelles. Comme le disait Madame la Ministre, il faut désinfecter, il faut assurer la logistique du transport des masques FFP2 dans les unités de soins, du transport des... Sans l'armée, vous pourriez tenir le coup? Mais je pense que c'est une ressource que l'on ne doit absolument pas négliger et sur laquelle on va très certainement compter dans les jours et dans les semaines qui arrivent. On voudrait bien pouvoir compter, en tout cas, sur cette intervention ressource. Importante dans le cadre de cette lutte. Ludivine de Donder, évidemment, l'armée ne va pas se déployer au petit bonheur la chance. Très concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner? Ce sont les bourgmestres qui doivent lancer un appel à l'aide quand ils en ont besoin? S'il y a une demande de la commune ou s'il y a une demande d'une direction de maison de repos ou d'institut de soins, le mieux est de renvoyer vers le bourgmestre ou vers le gouverneur de province qui, lui, renverra vers le centre national de crise qui fait le dispatching. Et pour répondre à Madame Simon, c'est vraiment la volonté de la Défense de venir en aide à la nation, à la société civile, pour que tous ensemble nous puissions lutter contre cette crise. Dès mon arrivée, dès mon entrée en fonction, j'avais demandé cette analyse détaillée des capacités disponibles et c'est ainsi qu'aujourd'hui, alors que lors de la première vague, nous étions à une centaine de militaires, nous avons 1500 personnes disponibles aujourd'hui et cela pourrait augmenter si le besoin s'en fait sentir. Grand merci à vous, Madame la Ministre, d'être intervenue, d'avoir donc confirmé cette information importante, essentielle et donc très attendue, l'intervention de l'armée pour venir en aide à celles et ceux qui sont aujourd'hui débordés. 2 messages encore. On aime bien parfois sélectionner des messages que l'on sent latents dans l'opinion publique, mais qu'on va essayer de démystifier un tout petit peu. Le premier, il est pour vous, Christian Léonard, un message de Jean-Louis. Les cliniques et hôpitaux privés, puisqu'on vient de parler de solidarité, n'accueilleraient pas des patients Covid. Est-ce qu'il y a effectivement aujourd'hui des cliniques et des hôpitaux qui n'accueilleraient pas des patients Covid? Mais non. Tous les hôpitaux accueillent les patients Covid de la même façon, en fonction de leurs possibilités. L'idée qu'on a peut-être de la clinique privée où on se fait refaire, je ne sais pas, le nez, les oreilles, ça relève vraiment du fantasme. La clinique privée, les hôpitaux privés, hôpitaux publics travaillent de la même façon, avec des compétences similaires, avec une nomenclature similaire.
Et donc, il n'y a pas de différence. Il nous reste 30 secondes pour analyser la toute dernière question, si vous voulez bien. Mythe qui a aussi la vie dure. Message de Jérôme. Est-il vrai que les hôpitaux touchent des primes pour les patients décédés du Covid? On parle de 3 à 5 000 euros de ce que j'ai entendu dire. Attention au ce que j'ai entendu dire. Ce n'est pas toujours la réalité. Ici, très clairement, on est à côté. Oui, ça, je pense que je voudrais vraiment que les gens qui pensent ça viennent voir comment nos services de soins intensifs, nos intensivistes, nos infirmières en soins intensifs se démènent pendant des jours et des semaines pour sortir des patients qui coûtent du temps et de l'argent. Et qui coûtent un temps fou, de l'argent fou. Et vraiment, ils déploient une énergie folle. Et donc, je voudrais vraiment que ces gens viennent voir parce que c'est révoltant d'entendre quelque chose comme ça. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir fait les commentaires adéquats sur cette situation qui n'est pas réjouissante. Mais on continuera évidemment à s'intéresser à cette évolution en Belgique. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci aussi à toute l'équipe. Je vous laisse avec la météo tout d'abord et puis un film qui va très certainement vous divertir, un film d'action, Océan 8. C'est un film de gangsters, un grand braquage mené par une troupe de femmes, figurez-vous. Voilà, excellente soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain pour le grand débat d'à votre avis. Il va évidemment s'intéresser au possible reconfinement en Belgique. Bonne soirée, à demain.